Bonjour à toutes et à tous. On va pouvoir commencer. Ravi de vous retrouver pour la 6e séance de ce séminaire Soins nature et patrimoine organisé par la chaire de philosophie à l'hôpital en partenariat avec l'établissement public de santé mentale départemental de l'Aisne après Montré. Alors on commence avec des excuses puisqu'on devait organiser cette séance en présentiel après Montré et puis avec les grèves, le transport a été un petit peu compliqué, donc on est accueilli par l'hôpital de Sainte-Anne, comme vous le voyez, dans une salle comble derrière moi. Et donc on a dû s'organiser pour mettre en place cette visioconférence. On espère que ça ne nuira pas à la qualité de votre conférence. Quelques mots d'introduction comme d'habitude. Cette 6e séance, elle fait la transition entre le deuxième temps du séminaire qui était consacré donc au recensement des pratiques incarnant une approche plus globale du soin. Et par approche plus globale du soin, on entend à la fois au sein de l'hôpital la volonté de sortir d'une logique purement curative avec une approche dans l'ensemble techniciste et centrée sur le biologique, mais aussi une approche plus globale du soin qui s'incarne en dehors de l'hôpital, avec la volonté de placer le soin au sens large du terme comme principe potentiellement politique et démocratique fondant nos organisations sociales. Dans les 2 séances précédentes, on avait donc vu comment les lieux de soins pouvaient s'intégrer sur un territoire avec la volonté d'impacter le moins possible l'écosystème qui accueille le lieu de soins, mais aussi la volonté de mieux faire entrer le territoire dans le lieu de soins. Et puis, dans la dernière séance, on avait vu encore plus précisément comment l'art et comment le vivant pouvaient concourir aux soins, notamment dans le cadre d'un jardin thérapeutique. Transition, donc, je le disais, entre le deuxième temps de ce séminaire consacré au recensement des pratiques et le troisième temps que l'on va inaugurer lors de la séance prochaine, qui consistera davantage à identifier des principes politiques qui permettraient d'ancrer justement ce soin comme principe ordonnateur, comme un des principes qui peuvent ordonner nos sociétés. Et ceci passera donc par une réflexion sur la reconnaissance du pouvoir génératif de la vulnérabilité, par une réflexion aussi sur la capacité de nos sociétés à se projeter dans le temps long et à réinventer les formes de participation sociale et politique. La séance du jour est donc consacrée à la notion de restauration et de réhabilitation, une notion qui nous a paru intéressante d'explorer puisqu'elle s'applique à la fois à des personnes, à des écosystèmes, à des lieux, mais aussi à des connaissances. Et que aujourd'hui, ces questions-là trouvent une acuité particulière du fait d'une sorte de prise de conscience conjointe à la fois sur le plan écologique des limites de notre planète et puis aussi d'un retour au premier plan de la question sociale qui, l'une et l'autre, nous font réaliser que nous devons sans doute davantage que nous l'avons fait précédemment composer avec le déjà là, ce qui implique déjà de l'inventorier, de le connaître et puis finalement de se dire que, en un sens, le progrès qu'il nous faut réinventer, reformuler, rimera davantage du coup avec réparer qu'avec nouveauté. Cela donc pose de nombreuses questions qui vont être explorées dans la séance du jour. Parmi ces questions, comment réhabiliter ou restaurer sans être dans une posture trop anthropocentrée, trop paternaliste. Cela pose aussi la question de l'héritage, selon quels critères sélectionne-t-on ce qui doit être réhabilité ou restauré. C'est la question de la valeur. La question aussi de la finalité, puisque ça avait été une question notamment au moment de la réhabilitation de la flèche de Notre-Dame. Faut-il viser le retour à l'état d'origine ou bien faire advenir quelque chose de différent? Voilà, ensemble de questions qui vont être traitées dans un instant par nos 2 intervenants. Je laisse la parole au docteur Spada qui va les présenter et je vous remercie encore de votre participation. Bonjour à toutes et à tous. Donc, nous sommes heureux d'accueillir les 2 intervenants de cette conférence. Madame Lila Bono, vous êtes architecte spécialisée en architecture et patrimoine et aussi docteur en architecture, urbanisme, paysage et patrimoine à l'Université Paris-Cité. Et je pense que vos travaux portent principalement sur l'architecture thérapeutique. C'est un thème qui est très important pour notre établissement aussi.
qui est une ancienne abbaye et qu'on essaye de reconstruire ou de moderniser, d'améliorer pour favoriser l'accès aux soins. Et par la suite, il y aura M. Roger Ferreri, qui est psychiatre et psychanalyste, chef de service de psychiatrie infanto-juvénile de l'hôpital Sud-Francilien à Évry. Et je pense que votre approche est très intéressante parce que votre pratique s'inscrit dans la trajectoire de la psychothérapie institutionnelle en psychiatrie et c'est un champ que, effectivement, ces derniers temps, on risquerait de laisser de côté parce qu'effectivement, avec les approches des neurosciences scientifiques, médicamenteuses, etc. Maintenant, on va un peu en avant avec la mouvance de la réhabilitation psychosociale, mais effectivement, la psychothérapie institutionnelle, pour moi, c'est quelque chose de très précieux qu'il faudrait toujours maintenir dans nos établissements. Voilà, donc je vous laisse commencer. C'est Madame Dila Bono. À vous la parole. Merci beaucoup. Donc, peut-être avant tout développement, donc, je tiens à remercier la chaire de philosophie à l'hôpital pour l'invitation aujourd'hui et Colline Periano, Charlie Marquis, Loïs Giraud et Simona Spada pour l'organisation. Je suis très heureuse, mais je pense que M. Ferreri également, de partager cet échange aujourd'hui avec vous tous. Alors, peut-être... Donc, pour introduire comment nous allons fonctionner, donc il va y avoir 2 temps, comme cela a été évoqué. Donc, je vais commencer les 2 temps avec une petite présentation. Et puis, par la suite, je laisserai la parole et nous pourrons échanger entre nous. Alors, peut-être que je vais partager l'écran. Je suis très heureuse aussi d'être à l'hôpital Sainte-Anne aujourd'hui, malgré les contraintes de la grève et tout ce que ça a pu entraîner de ne pas être avec le reste des membres, des participants. Toutefois, c'est ici, à l'hôpital Sainte-Anne, pour ma part, à Paris, donc, que j'ai commencé à m'intéresser, il y a maintenant 10 ans, à l'architecture thérapeutique, puisque j'ai travaillé au sein de la direction des travaux de l'ingénierie du patrimoine de l'hôpital Sainte-Anne, en tant qu'architecte, en formation en DSA, donc diplôme de spécialisation en architecture et patrimoine. Je me suis alors questionnée et j'ai découvert ce milieu, architecture, santé mentale, paysage, à travers cette expérience, ce qui m'a conduit par la suite à réaliser un diplôme de spécialisation en patrimoine sur l'hôpital Esquirol, notamment à Saint-Maurice. Donc, j'ai travaillé 1 an sur ce site et j'ai effectué donc un projet recherche sur ce même établissement. Je vais aujourd'hui m'appuyer en partie sur cet établissement pour vous donner un peu d'épaisseur et un cas concret, une étude de cas sur lequel me baser. Et puis par la suite, donc j'ai continué ces recherches sur l'architecture et la psychiatrie à l'international à travers l'organisation d'un colloque en 2016 avec Donato Severo, architecte et historien, et Viviane Coves, psychiatre. Et à la publication dans le Moniteur d'un ouvrage Architecture et psychiatrie à l'international. Ce qui m'a conduit par la suite à continuer mes recherches, mais cette fois-ci plutôt sur l'hôpital général, en faisant une thèse monographique sur l'hôpital Beaujon, qui va être amené à être désaffecté d'ici à 2028-2030 maintenant, en repartant sur la genèse, l'anamnèse, l'état des lieux, et puis en ouvrant des perspectives sur son avenir éventuel. Voilà, donc peut-être pour raccrocher un peu les wagons aussi, aujourd'hui je suis enseignant-chercheur à l'école Paris-Val-de-Seine, à l'université, qui est rattachée à l'université Paris-Cité, comme cela a été dit, où j'enseigne sur les questions de transformation des lieux de soins, notamment essentiellement en Master 1 en séminaire et en Master 2 en projet de fin d'études. Et je coordonne notamment une chaire partenariale qui s'appelle Architecture Design Santé, qui est du coup en collaboration avec l'école Paris-Val-de-Seine, l'université de Paris qui est associée bien évidemment, mais surtout l'assistance publique des hôpitaux de Paris, la fondation de l'assistance publique des hôpitaux de Paris, l'école de design Camando et le ministère de la Culture. Bon voilà, c'était simplement pour intégrer un peu tout ça et ces recherches font intégralement partie de ce que nous faisons aussi. Et donc c'est un travail effectivement que je suis ravie de présenter aujourd'hui, notamment sur ce sujet. Alors, peut-être la question que je me suis posée suite à l'invitation aujourd'hui à la chaire de philosophie à l'hôpital, qui effectivement
pour moi, est un sujet primordial qui m'intéresse énormément. Simplement, donc, la question que je me suis posée suite à votre invitation, c'est aussi finalement comment transformer, construire autrement, tout en améliorant le prendre soin. Et c'est vrai que cela a été introduit par Loïs à l'instant, prendre soin. Aujourd'hui, se rapporte bien sûr à l'humain, au vivant, mais également à notre environnement, à notre écosystème au sens large, y compris à notre environnement naturel, mais aussi bâti, en promouvant réellement un écosystème salutaire, je dirais, au sens large. Alors, pour introduire cette thématique, je vais peut-être vous partager deux citations d'Urbain Cassan, qui est l'un des trois architectes de l'hôpital Beaujon, dans un ouvrage qu'il a publié en 1946, donc juste après la Seconde Guerre mondiale, qui raccroche un peu tous ces différents sujets que nous allons aborder aujourd'hui. Si le milieu agit sur l'individu, l'être humain a eu et a toujours eu une influence considérable sur ce milieu. Ainsi, par ce principe de connexité qui se fait répercuter sur lui les conséquences de ses propres actes, l'homme peut être un facteur de sa propre évolution physiologique et psychologique, donc être l'artisan aveugle ou éclairé de son malheur ou de son bonheur. Ici, je vais peut-être vous en donner une autre, partager une autre. Nous savions qu'entreprendre le sauvetage du patrimoine artistique et de la beauté du pays n'est pas une fantaisie de dilettante. Une telle action coïncide par bonheur avec la recherche du mieux physiologique, psychique et social de ses habitants. Alors ici, je vais plutôt développer le sens que je cherche à donner à mes recherches, effectivement, depuis près de 10 ans maintenant. Comment prendre soin des lieux, cette fois-ci, qui ont contribué à la santé de nos populations depuis des siècles. Et ici, particulièrement, étant donné que je suis avec Roger Ferreri sur des lieux de santé mentale, liés à la santé mentale. Donc, je tiens peut-être à préciser ou à rappeler, puisque cela a été introduit, que les enjeux ne sont pas seulement ceux de la conservation, mais également de la transformation, en prenant bien évidemment en compte les grands enjeux sociétaux actuels. Alors, donc le premier point sur lequel je vais me baser aujourd'hui, c'est l'héritage matériel et immatériel d'un lieu, en essayant de mettre en exergue des méthodes et des approches que nous, en tant que chercheurs sur la transformation des lieux et de l'existant, notamment sur des sites hospitaliers, nous cherchons à mettre en place. Donc, tout d'abord, vers une mémoire, une histoire construite, en revenant sur la genèse ou l'anamnèse des lieux, formuler par la suite un état des lieux, un descriptif, une critique d'authenticité, par exemple, et un état sanitaire, pour en fait avoir un socle pour parler effectivement des valeurs des lieux et éventuellement effectuer une reconnaissance de ces valeurs, qui ne se veut pas exhaustive bien évidemment, mais qui permet d'avoir un premier regard à un moment donné sur un lieu et essayer d'encourager à prendre certaines décisions ou autres. Et donc, ça introduit la deuxième partie de cette présentation aujourd'hui. Donc, face à la considération de l'histoire, de la mémoire, de l'authenticité, de l'état sanitaire et des valeurs de ces lieux, comment prendre en compte les potentialités ou les grandes caractéristiques de ces lieux et transformer l'existant en conscience peut-être ou en connaissance de cause, je dirais. Alors, pour simplement peut-être le premier point vers une mémoire et une histoire construite, donc c'est vraiment la question de revenir vraiment sur l'origine des sites et du croisement. Aujourd'hui, donc nous sommes aussi deux architectes et psychiatres, donc deux disciplines qui travaillent ensemble. Ça a toujours été le cas dans l'histoire hospitalière et là notamment Gilbert et Diette, par exemple, sur l'hôpital Esquirol, et bien sûr le directeur de l'hôpital Esquirol, qui lui-même avait à l'époque fourni, suite à notamment à la loi de 1836 sur la création des asiles par département, un type d'asile avec des spécificités très, très précises en fonction des soucis médicaux et de l'époque. Donc là, ici, c'est juste un exemple avec une organisation qui avait été à proprement parler proposée par le médecin psychiatre pour accompagner les architectes. Donc vraiment, ce qui nous intéresse toujours, c'est essayer de comprendre quelles ont été les réponses architecturales, mais clairement en lien avec les lois, les enjeux médicaux, etc. de l'époque, et bien sûr la prise en compte du territoire, du paysage, du site.
qui donne aussi lieu à des évolutions d'un site, même au sein de la conception. Donc là, par exemple, sur l'hôpital Esquirol, il y a une forte évolution, d'abord l'hospice de Charenton jusqu'à l'inauguration du site en 1886 de l'hôpital Esquirol, avec la mort de l'un des architectes, c'est son beau-fils qui prendra la suite, mais surtout avec des évolutions parfois importantes dans le projet de conception et de réalisation d'un lieu. Ce qui nous intéresse également pour essayer de comprendre finalement comment un projet se construit et prend des décennies peut-être à voir le jour. Le deuxième point, c'est vraiment l'anamnèse, c'est-à-dire que la transformation des lieux de soins en fonction aussi des évolutions diverses et variées. Donc, par exemple, sur l'hôpital Esquirol, effectivement, sur le programme, il y a notamment la sectorisation qui a bien sûr joué un rôle important sur l'aménagement de l'espace et du programme face au lieu, et qui a du coup engendré de nombreuses transformations que nous essayons au fur et à mesure en tant qu'architecte, peut-être avant de travailler sur la transformation, de comprendre pour vérifier comment il a évolué et pourquoi dans le temps, ce qui nous semble important pour vérifier finalement les qualités de certaines interventions, éventuellement un état de référence ou pas d'ailleurs, ce n'est pas systématique, en tout cas selon moi. Avec bien sûr, là on a, donc c'était en 2015 cette étude, donc effectivement le programme, comment il a évolué et du coup comment effectivement la lecture du bâti n'est pas aussi évidente que celle proposée au départ lors de la conception du site. Et puis le deuxième point, c'est un peu l'état des lieux architectural, paysager et voire urbain d'un site où finalement on peut effectuer un diagnostic, et je serais aussi ravie de vous entendre là-dessus, c'est-à-dire que dans le temps sur lequel le temps, donc par exemple en 2015, on se penche sur un lieu, quel est son état, quels sont ses matériaux, quel est son paysage, quelles sont les essences qui sont sur le site, etc. Et donc, on se tâche, en tout cas en tant qu'architecte, de prendre le temps vraiment d'essayer de comprendre les dispositifs encore en place, voire les nouveaux qui peuvent avoir des qualités ou non, mais en tout cas il nous semble important d'essayer de décrire pour en mesurer les enjeux finalement. Donc, bien sûr, les matériaux, comment les bâtiments sont construits, comment ils ont été imaginés, et puis comment, bien sûr, ils ont été transformés et quels matériaux ont été employés pour cela. Et puis, ce qui nous emmène aussi à vérifier, bien évidemment, les désordres, les pathologies. Donc, on parle d'état sanitaire sur le lieu. Donc là, par exemple, nous sommes face à quelques désordres de maçonnerie, ou liés notamment à l'humidité, à l'eau pour des infiltrations, etc. Donc en fait, il s'agit de repérer sur un site aussi qu'est-ce qui dysfonctionne aujourd'hui et pourquoi, pour essayer effectivement dans un deuxième temps, dans un projet de restauration, de trouver les bons moyens. Donc tout ça, finalement, c'est une prise de temps pour connaître un lieu. C'est ça, c'est simplement ce temps-là qui nous permet de produire un diagnostic le plus précis possible, mais qui, bien sûr, est orienté par rapport à l'expertise de chacun, bien évidemment, et au regard qu'on porte sur ce lieu et à son histoire et à sa mémoire. Parce que ce qui est très spécifique aussi avec les établissements de soins, c'est finalement toute la mémoire qui est construite. Il y a des personnes, des générations entières de patients, médecins, personnels qui viennent, qui travaillent dans ces lieux et qui donnent aussi une importance absolument mémorielle aux lieux et parfois même symbolique et qui aussi ont un poids dans les enjeux de transformation, voire de reconversion de ces lieux, au-delà bien sûr de la restauration. Donc là, c'est pour juste prendre un exemple sur des valeurs. Par exemple, l'hôpital Esquirol, donc, sur lequel je me suis appuyée aujourd'hui, il y a la notion de galeries qui ont des vraies valeurs architecturales, voire paysagères, puisque ce sont aussi des espaces de seuil entre l'intérieur et l'extérieur, de transition, de circulation, qui aussi participent à la valeur historique, puisque on est aussi, c'est très représentatif du mouvement hygiéniste asilaire de la fin du 19e, etc., etc. Donc, on essaie de mettre le doigt sur tous ces éléments. Et puis peut-être que ici, je vais laisser la parole à Roger Ferreri pour la suite sur ces questions et sur ce mode de fonctionnement qui est très spécifique peut-être au patrimoine des établissements de soins.
vous laisse la parole. Merci bien. Donc, je remercie aussi les personnes qui nous ont invités, en particulier la philosophie à l'hôpital. Alors, bon, vous avez rappelé une chose qui est importante, parce que souvent on l'oublie, c'est que la psychiatrie s'est toujours dépliée dans des paysages dans lesquels on inscrivait dans le paysage déjà une réponse aux soins, son origine. Alors, la question que nous rencontrons à l'heure actuelle, je pense, est une question qui est pour moi inhérente à ce que j'appelle, alors moi je suis un usager de l'architecture, mais je ne suis pas architecte, nous sommes tous usagers de l'architecture, puisque nous habitons dans des endroits qui ont été pensés et conçus. Et l'architecture, pour moi, ça renvoie à quelque chose qui est de l'ordre de la protection et du repli. Bon, voilà, qu'on le veuille ou non, une maison, un appartement, c'est un endroit de protection contre le monde extérieur. Ça ne veut pas dire que nous n'en rentrons pas pour en sortir, heureusement, mais c'est un lieu de protection pour le monde extérieur. Et la psychiatrie a été pensée au début, la psychiatrie moderne, c'est-à-dire celle qui va naître au pourtour de la Révolution française. Vous savez ce que dit Foucault là-dessus, ça vaut le coup de le rappeler parce qu'on a du mal à vouloir l'accepter. Foucault nous rappelle, alors je vais le dire à ma façon, c'est-à-dire je vais lui faire dire ce qu'il n'a pas tout à fait dit. Je suis obligé de faire ça dans la vie parce que sinon... En fait, il nous rappelle dans son livre sur la folie, sur l'histoire de la folie, qu'il y a eu, à l'époque du grand renfermement, un déplacement de la question de lumière sur la gestion des populations. Quand il dit quand on peut dire déplacement de la question des lumières, c'est que les lumières, pour autant que cette fiction nous porte, les lumières, comme dit Kant, c'est la sortie de l'homme de sa minorité. Il dit que, bien sûr, cette minorité, nous étions de par nous-mêmes, puisque nous croyons en Dieu, en quelque sorte, à des forces surnaturelles, et que pour en sortir, dit-il, il faut que nous osions penser par nous-mêmes. Dans le fameux Sapere Aude, mais c'est un tout petit texte, puisqu'il répond à un journal. En bas du texte, que rajouter? Il dit pensez ce que vous voulez, mais surtout obéissez. En pensant à celui qui préside sa vie un peu, qui est, je crois, Frédéric le Grand, le II de Prusse, qui est un ami de Voltaire, si je me souviens bien, et qui se présentait comme quelque chose d'assez extraordinaire, comme un despote éclairé. Voilà. Je dis ça pour revenir sur ce que dit Foucault, c'est que Foucault dit, voilà, en fait, l'hôpital, la psychiatrie, il a dit, j'ai voulu faire l'histoire de la folie, mais en fait, je n'ai jamais fait l'histoire de la folie, c'est impossible. J'ai fait l'histoire de ce qui s'est construit historiquement sous le rapport que nous avons, nous, les hommes, à la folie. L'histoire des psychologues, des psychiatres, si vous voulez, mais l'histoire de la folie, je ne pouvais pas la faire. Et il dit, c'est à voir, je pense qu'avec les bâtiments, il dit qu'à un moment donné, ça commence comme ça, c'est-à-dire que la gestion de ceux qui ont perdu la raison doit relever de la science. Il fait cette remarque. Et pour que ça relève de la science, ce qu'on oublie dans le grand renfermement, c'est là qu'il se sépare un peu de Gladys Swain, dans le grand renfermement, ce n'est pas un remodelage de la façon dont on ferme les gens, c'est un déplacement de la police envers les fous qui est transporté sous l'autorité du directeur de l'hôpital général qui a droit d'intervenir en dehors de son établissement. Et Foucault nous rappelle que la gestion de la folie va créer des bâtiments, enfin, en fait, il ne les crée pas parce qu'ils vont les voler presque tous, une congrégation religieuse. Mais bon, et que ces bâtiments sont présentés comme le soin de la folie doit être dispensé dans des murs où les fous sont protégés du monde extérieur. C'est ça l'excuse, enfin l'excuse. Dire que l'excuse, c'est engager un point de vue déjà. Je ne devrais pas me permettre de dire l'excuse, je devrais laisser à vous de savoir si c'est une excuse ou pas.
Et ça montre que les corpus de réflexion et de pensée de la psychiatrie ont toujours été soutenus, enfin toujours fortement soutenus, par un paysage architectural, au point que le secteur est une modification du paysage. Le secteur, vous savez, il a été pensé après-guerre, hein, puisque je suis très contente, oui, je pense, je me place à la place de ma collègue. Je suis très content que ma collègue parle de la psychothérapie institutionnelle. Parce que la psychothérapie institutionnelle, elle a cette qualité qu'elle a pensé la psychiatrie pendant l'occupation allemande. La psychiatrie institutionnelle, elle naît à Saint-Alban pendant l'occupation allemande. À Saint-Alban, il y a un monsieur qui s'appelle Toscaïès, qui est un Espagnol républicain, qui, pour un psychiatre, a quand même été condamné à mort 3 fois. Bon, ils n'ont pas réussi puisqu'il est resté vivant, mais il n'y en a pas beaucoup qui ont cet honneur de pouvoir être condamné à mort 3 fois. Il a été condamné à mort 3 fois. Et qui, quand il va venir à Saint-Alban, en fait, il est psychiatre, mais comme il change de pays, il va rentrer à Saint-Alban comme infirmier psychiatrique. Ça va être un infirmier psychiatrique qui va quasiment être directeur de Saint-Alban. Il y a un autre psychiatre à Saint-Alban qui s'appelle Lucien Bonafé, qui a une histoire très particulière avec ce lieu, puisque ce lieu, Saint-Alban, en fait, était dirigé par son grand-père maternel. Le grand-père maternel de Lucien Bonafé était directeur de l'hôpital de Saint-Alban, et c'était, d'après Bonafé, une sorte d'illuminé, puisque c'est un des premiers qui avait mis en place dans cet endroit de l'art-thérapie avant que ça existe. Et Bonafé rappelle que, je ne sais pas si ça a à voir avec sa vocation de devenir psychiatre, rappelle que ses premiers jouets ont été conçus par les fous, parce que son grand-père l'aimait beaucoup, et il allait beaucoup voir son grand-père, du côté de sa filiation maternelle, pour quitter son père, qu'il détestait, parce que son père était un médecin généraliste qu'il qualifiait d'extrême droite. Bonafé a beaucoup. Et Bonafé rappelle que pour lui, il y a un rapport entre la constitution du corpus classique de la psychiatrie et le lieu dans lequel il a été inventé. Bonafé me disait, mais l'histoire de la folie, moi, c'est beau, mais quand même. Mais Foucault a écrit un livre remarquable dont on parle peu, c'est le livre qu'il a écrit sur le savoir de la clinique. Et ce livre sur la clinique, Foucault parle du regard. Il dit que la clinique, c'est une clinique du regard. Et ça touchait profondément Bonafé parce qu'il avait remarqué que l'hôpital, c'est-à-dire le passage d'une architecture qui était faite pour élever l'esprit. Je dis élever l'esprit au sens où c'est une partie religieux. Je ne sais pas si ça l'élevait beaucoup, mais disons, vous voyez, hein, c'était, je crois, Lichtenstein qui disait c'est marrant chez les chrétiens, quand l'esprit s'élève, le corps tombe à genoux. Il disait ça en rigolant. Mais pour élever l'esprit, c'était donc des architectures pour les hôpitaux que j'ai connus qui sont pour nous une belle architecture. Est-ce que pour l'époque c'était une belle architecture? Moi je ne peux pas le dire, c'est difficile à dire. Mais pour nous, le passé a ceci de particulier, c'est ce que vous avez un peu, je ne dirais pas que vous avez sous-entendu, parce que vous aussi, je vais vous faire dire peut-être ce que vous n'avez pas dit, mais que dans le patrimoine, il y a une transmission du passé qu'on n'a pas eu vers le futur, quoi. Bien qu'étant été, je trouve les églises magnifiquement belles. Et je ne voudrais pas qu'on détruise les églises, peut-être même les mosquées, que je ne connais pas très bien d'ailleurs. Mais il y a beaucoup de poteaux, c'est joli. Ouais. Mais c'est pour dire que dans ce que vous avez dit du passé, du patrimoine, qu'il faut à la fois préserver, restaurer, etc., je pense que nous transmettons une partie de ce que nous n'avons pas compris du paysage qui nous apportait, même si nous n'y étions pas directement soumis en quelque sorte. Et que la psychiatrie, de mon point de vue, pose cette question très particulière. Vous parliez du diagnostic. Vous voyez, le diagnostic que j'imagine pour les architectes, il est de 2 ordres. Vous allez me reprendre, puis comme ça, je vous permettrai de vous passer la parole rapidement. Il est que vous avez sûrement été obligé de faire des diagnostics de matériaux. Si les murs tombent, ils vont tomber. Il y a la force de gravité. Voilà, c'est le matériau. Vous pouvez même faire appel à des experts, peut-être, je ne sais pas, en béton, qui savent si ce béton va résister ou pas, etc. Nous, les experts en diagnostic, ce sont les pires.
parce que nous ne sommes pas du matériel. Et j'avais posé une fois une question dans une invitation de l'association dont je suis un des membres fondateurs qui s'appelle Pratique de la folie. Nous avions invité un philosophe qui s'appelait Cornelius Castoriadis. Et je lui avais posé une question dont il m'a fait remarquer qu'elle était d'une bêtise extrême, enfin je lui avais quand même posé, et qui était, comme c'est un philosophe qui a beaucoup parlé sur l'imaginaire, mais qui est grec, son nom qui est grec, qui connaît beaucoup la démocratie grecque et qui parle de manière assez extraordinaire de la démocratie grecque. Et je lui avais dit, pensez-vous que dans nos démocraties actuelles, l'article 64, c'est-à-dire l'article qui dit, pour le dire rapidement, que si vous êtes fou, on ne doit pas juger vos actes parce que les actes fous ne sont pas les actes faits en attention, qu'on appelle l'article 64, pensez-vous que l'article 64 soit quelque chose à discuter d'important pour la psychiatrie? Il m'avait dit, je mets les sous-titres, hein, pauvre garçon. Pauvre garçon, ce que vous n'avez pas compris, c'est que l'article 64, ça ne sert pas du tout à enseigner la démocratie, ça sert à inventer les experts. Les experts, c'est pour ça que je reviens sur le diagnostic et l'expert. Pourquoi, quand je parle que je n'ai pas un fil qui reste, ça sert à inventer les experts. Et il avait dit cette phrase remarquable, qui n'a peut-être pas écrite, mais que moi j'ai notée, il a dit, pas les matériaux, mais en ce qui concerne les personnes psychiques, il avait dit, l'expert, c'est celui qui est appelé à en dire toujours plus, à partir de toujours moins. Quand vous n'avez plus rien à dire, vous êtes un pauvre gars qui n'est plus rien, l'expert peut parler pendant des heures. Voilà. Et ça renvoie, si vous voulez, à la question du diagnostic. Le diagnostic en psychiatrie, mais c'est un point de vue très personnel, on a le droit de ne pas le partager, mais le diagnostic en psychiatrie, la clinique en psychiatrie, ce n'est pas ce qui décrit les malades. C'est ce qui permet entre nous, psychiatres, de parler des gens qu'on a vus pour voir si on peut s'enseigner les uns les autres des rencontres que nous avons faites. Il est bien évident que nous vivons dans un monde, dans un paysage, ce monde il est un paysage dans lequel les diagnostics ont une importance de plus en plus lourde pour les gens eux-mêmes. Parce que dans la médecine ordinaire, les diagnostics sont tout à fait liés au traitement de manière importante. Mais regardez ce que nous faisons au diagnostic. Vous voyez, je vais vous prendre un exemple simple, et après je vais vous laisser la parole parce que c'est une forme de paysage, mais prenons ce que nous disons des autistes. En ce qui concerne les autistes, nous faisons l'inverse des habitudes en médecine. Mais pour l'expliquer simplement aux gens qui ne seraient pas trop médecins, et c'est la moindre des choses d'essayer de le faire, c'est un peu comme si, alors même que nous savons qu'en ce qui concerne les troubles respiratoires, leurs origines sont multiples. Ça peut être les bronches, ça peut être les alvéoles, je dis comme ça peut être la trachée, ça peut être une bactérie, ça peut être un virus, ça peut être une compression, ça peut être un cancer. Oui. Donc, la médecine, qu'est-ce qu'elle fait quand vous avez des troubles respiratoires? Eh ben, elle descend au plus précis possible pour que le diagnostic qui va être fait, c'est pour ça que je parle du diagnostic, que le diagnostic qui a été fait soit le plus ciblé possible. Vous n'allez pas traiter, bien sûr, quelqu'un qui a des troubles respiratoires avec un cancer, comme quelqu'un qui a une pneumopathie franche, enfin, qui a une pneumopathie, par exemple, il y a une bactérie. C'est pas pareil. Eh bien, dans ce cas scientifique, nous on fait l'inverse. On prend des enfants dont avant on se disait c'est marrant, il y en a qui naissent de manière, qui disent 2-3 mots à 2 ans, voilà. Et donc ça, c'est les autistes particuliers. Bon, on essayait de faire des choses. Il y avait des gens qui ont inventé la psychose infantile. Vous savez, la psychose infantile, c'est une invention des premières personnes qui ont suivi les enfants et qui sont attachées à des enfants qui parlaient un petit peu. Parce qu'au début, quand on s'est approché vers les enfants, c'est que avant, on ne s'occupait pas des enfants, hein, psychiatrie. C'est très récent, les enfants. Les enfants, on les mettait à la poubelle. Voilà. Il y a 2 catégories sur Terre qui ont toujours été invalidées, ce sont les femmes et les enfants. Même chez les peuples premiers, vous allez voir, les femmes et les enfants, on ne les loupe pas. Voilà. Mais donc, quand vous prenez l'autisme, on s'aperçoit qu'on fait l'inverse. Il y a des gens qui ont des pneumopathies, on dit aucun intérêt les pneumopathies. Ce qui est important, ce sont les troubles respiratoires. Le spectre autistique. C'est très étonnant. Pourquoi on fait ça? Ben, on fait ça parce que, alors je vais essayer de le raccorder, mais je vais truquer un peu pour le raccorder à l'architecture. Ça va être un peu dur pour moi. Mais je vais essayer quand même, si vous voulez. C'est que, en fonction de l'endroit où vous recevez les gens, vous avez des tendances particulières de faire que l'architecture, elle va traiter, dans ce qu'elle construit, plutôt des sujets, plutôt des cohortes.
il y a une architecture des cohortes. C'est pas vrai, hein. Mais disons, il y a une architecture qui prêterait plus aux cohortes, une architecture qui prêterait plus aux personnes. Et à l'heure actuelle, la psychiatrie, elle les a mis en difficulté, je pense, par l'abandon pas de la psychothérapie institutionnelle. Pour moi, elle est très importante. Moi, je suis psychanalyste. Vous voyez, on m'a présenté, je ne suis pas psychiatre et psychanalyste. Je suis psychiatre ou psychanalyste. Pourquoi je dis ou? Ce n'est pas une coquetterie. Je dis ou parce qu'on ne peut pas laisser croire qu'on peut être les deux en même temps. Enfin, en tout cas, ce n'est pas à moi de décider. Si quelqu'un pense que je suis psychiatre et psychanalyste, il a le droit. Mais moi, je n'ai pas le droit de dire, vous savez, je suis psychiatre et psychanalyste. C'est-à-dire, en même temps, je suis du côté de la médecine et en même temps, je suis du côté de la parole. Donc, c'est pour ça que je le dis, c'est pas moi qui le dis, c'est un de mes aînés, Philippe Rappard, qui disait, il n'y a pas de psychothérapie analytique. Il y a une manière analytique de réfléchir sur les psychothérapies qu'on fait. Mais nous n'avons pas le droit de dire à vous, vous êtes une psychothérapie analytique. Au nom de quoi on dirait ça? Ouais. Ce qui rejoint à ce que disait Lacan. Lacan disait l'inconscient n'existe pas. Il n'existe que si vous l'interprétez. Et je pense qu'il y a un rapport étroit, de mon point de vue, entre l'architecture et la psychiatrie. Peut-être plus étroit que la médecine. Mais la médecine, vous me direz si, parce qu'il faut des chambres où on peut mettre des scanolites, c'est vrai, tout ça c'est vrai, bien sûr que c'est vrai. Il faut des chambres qui accueillent des outils techniques, c'est sûr qu'il en faut. Il faut des chambres où il y a des douches. Voilà, dans les hôpitaux modernes, il y a une chambre par patient, il n'y en a plus deux. Donc parfois, les hôpitaux, il faut payer le fait que vous avez une chambre seule. Hein, ça arrive. Mais ils ne peuvent pas faire autant. Mais vous vous dites, je ne veux pas appeler une chambre seule, vous êtes obligé parce qu'il n'y a pas de chambre à deux. Alors qu'avant, vous aviez un surplus lié à la chambre seule. C'est pour montrer que l'architecture supporte profondément la psychiatrie parce que la psychiatrie, c'est une pathologie du rapport au paysage. Le paysage pris dans son sens le plus ouvert. C'est-à-dire, j'ai noté pas mal de choses. J'ai noté ce que vous avez dit de cette personne architecte Urbain Casson. Voilà. Et je me disais, c'est extraordinaire parce que ce qu'il dit de l'interrelation entre le paysage et l'établissement qu'il fait, c'est moi ce que je suis en train de réfléchir entre le fait que le vivant, c'est un rapport permanent au signe que nous envoie le monde, et le paysage qu'on voit, c'est ce que nous inventons dans notre rapport au signe. La mécanique quantique, c'est une invention des mathématiques dans les rapports aux signes que nous envoient les électrons, mais c'est des inventions, pure invention. Elles marchent, mais c'est des inventions. C'est-à-dire que le paysage, il n'existe, puisque vous êtes architecte, que parce qu'il y a des discours. Vous tenez un discours vous êtes obligé de tenir un discours. Tant pis pour vous, je vous le prête, même si vous ne le voulez pas. Sur le beau, sur l'accueillant, sur le chaleureux, sur le laid. Enfin, j'imagine, si je ne sais pas comment on pouvait faire. Alors, pour dire, non, moi je fais les espaces, mais l'espace, ils sont. Le problème, ce n'est pas de savoir si toutes les chambres doivent faire 12 mètres carrés ou 14 mètres carrés. Je pense qu'à un moment donné, quand vous le vouliez ou non, vous allez y mettre quelque chose dans votre rapport à qu'est-ce que c'est que le sommeil, que c'est que dormir, est-ce qu'il faut des fenêtres en endroit dehors, est-ce qu'il n'en faut pas, moi j'en sais rien. Moi, je préfère qu'il y ait des fenêtres, mais bon, j'en sais rien. C'est un endroit dont les chambres ont tous des fenêtres. Et la nuit, on ferme tout, c'est marrant. Hein, tout moi. Donc moi, quand je dors, je laisse la tête ouverte. Je n'aime pas que les fenêtres soient fermées. Je dis, c'est bête, voilà une chambre, c'est pour dormir, on dit qu'il faut des fenêtres, et la nuit, on les ferme. Je dis, c'est pas balai, ce truc-là. C'est un peu stupide, mais c'est pour vous montrer qu'on a un rapport au paysage qui est très important. Et ce rapport au paysage, il est surdéterminant pour la façon dont se déplie le regard sur les personnes atteintes de troubles mentaux. Vous ne pouvez pas avoir le même diagnostic, le même point de vue, quand vous vous promenez dans des chambres avec une longue, ce que j'avais quand j'étais interne, au début, on m'a donné la vareuse bleue, vous savez, des hôpitaux psychiatriques, hein, et vous vous promenez, et derrière, vous avez plein de poussins, comme les cannes, qui vous suivent, parce que c'est la visite médicale du matin. Ce que vous allez dire dans cette visite médicale ne sera jamais la même chose que si vous êtes accoudé à un bar dit thérapeutique pour discuter avec quelqu'un, que vous le vouliez ou non. Même la même personne ne dira pas la même chose. Et ça, pour moi, ça a à voir avec l'architecture. C'est-à-dire, ça a à voir au fait que vous êtes chargé de nous offrir des lieux de rencontre.
Des lieux où on dort aussi, bien sûr, on soigne, mais aussi des lieux de rencontre. Moi, j'ai fait un hôpital de jour où je suis. On s'est battu pour que le directeur, dont je parlais tout à l'heure, qui est un directeur éminemment sympathique et dynamique, nous donne un architecte. Nous ne voulons pas que l'hôpital de jour ne soit fait que par les administratifs. On voulait un architecte. Il me dit, mais nous, on sait faire. Nous avons des gens du métier qui savent. Je dis, non, il me faut un architecte. Il faut quelqu'un qui pense. Et l'architecte est venu, on a eu un architecte, et avec lui, on a pu penser que pour les enfants, à tort ou à raison, on voulait des recoins pour qu'ils se cachent. On voulait pas trop de lignes droites. On voulait des grands espaces. On voulait un endroit où on mangerait nécessairement avec eux. Enfin, plein de choses qui sont peut-être tout à fait critiquables. Là n'est pas l'important. C'est qu'il était nécessaire pour construire cet hôpital de jour que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Camino. Il nous fallait un architecte, on s'est battu et le directeur nous a soutenus, probablement contre une partie de son administration, pour qu'un architecte puisse venir. Et il nous a profondément aidés, parce qu'il nous posait des questions qu'on n'aurait même pas imaginées sur ce que faisaient les enfants, comment ils faisaient. Et puis, plus on parlait, plus on s'apercevait qu'on fabriquait une nouvelle clinique qui était une clinique de l'anticipation du lieu. C'est une phrase qui permet de m'en donner la parole. Alors, effectivement, je vais peut-être rebondir avant de passer au point 2. Il y a plusieurs choses. Mais je pense que le sujet principal que vous évoquez, c'est finalement la relation entre le matériel et l'immatériel. C'est-à-dire que contrairement à d'autres sites patrimoniaux, par exemple, sur lesquels j'ai pu travailler, mais bien sûr tous mes confrères également, dans l'architecture hospitalière ou dédiée à la santé mentale, on va dire que l'immatériel, ce que l'architecture a pu créer à travers, bien sûr, ses murs, mais au-delà aussi, son paysage ou autre, tous ces éléments ont pu avoir un impact sur la vie des usagers de ce lieu. Et en fait, l'architecture du soin, je dirais, au sens large du terme, même si ça va bien sûr au-delà des établissements de soins, il est très spécifique dans ces lieux. Et donc, on utilise parfois, souvent même, l'établissement de soins ou l'hôpital, pour aller jusque-là, comme un laboratoire de l'architecture, puisque l'homme est au centre des préoccupations de conception. Et c'est magnifique ce que vous dites, c'est-à-dire qu'en fait, finalement, et c'est un peu ce que j'ai introduit au début de cette présentation, c'est-à-dire qu'il y a une étroite collaboration entre les acteurs et les disciplines. Et c'est ce qui fait qu'un projet est voué, selon moi, à fonctionner, même si on le sait aujourd'hui, et on le sait depuis déjà longtemps, qu'un lieu de soins est en perpétuelle évolution, que les exigences médicales se multiplient, etc., etc., et que du coup, finalement, ce qui reste à l'architecte, c'est d'offrir des lieux généreux qui peuvent participer au bien-être et bien sûr aider le personnel à faire aussi son travail et à recevoir comme il se doit, bien sûr, les patients. Et donc, il y a des dispositifs architecturaux ou paysagers ou urbains d'ailleurs qui sont mis en place par les architectes pour accompagner le personnel et bien sûr les usagers dans un meilleur confort en essayant de répondre aux problématiques qui sont soulignées par ceux qui pratiquent ces lieux tous les jours au quotidien. Donc bien sûr des témoins privilégiés comme le personnel, hein, on y revient, et puis bien sûr les patients experts finalement qui vivent ces lieux au quotidien. Donc ça, c'est vraiment ce qui m'importe et ce qui m'a aussi beaucoup plu dans le patrimoine hospitalier particulièrement, c'est que finalement, le patrimoine matériel, c'est-à-dire ce diagnostic des matériaux, il n'est pas suffisant. Il n'est pas suffisant du tout, ça va bien au-delà. Et c'est ça qui donne, pour moi en tout cas, la richesse à ce patrimoine, c'est tout cet aspect immatériel. Alors dans ma thèse, on m'a carrément parlé d'esprit Beaujon, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis contrainte à devoir me poser cette question, bon, quelles sont les interrelations qu'entretient l'héritage matériel et immatériel et donc, quelles sont les permanences qu'on peut nous engager en tant qu'architecte pour la transformation de ces lieux avec ces éléments-là tangibles, voire intangibles, hein, ce qui est extrêmement compliqué à saisir d'ailleurs pour nous, mais j'imagine pour tout le monde en tout cas. Voilà, je ne sais pas si vous voulez rebondir là-dessus ou si je passe à la deuxième partie. Mais... Comme vous voulez, on a juste une phrase. Il est vrai que c'est très important que les architectes soient aussi des concepteurs de l'immatériel produit par le matériel. J'adhère à votre association. Non, mais voilà, je pense que c'est très, très important. C'est très important et
peut-être, juste une petite chose peut-être que j'ai oublié de dire, que j'ai oublié de dire, que c'est important de dire, c'est que je crois, si vous allez me dire, peut-être que je me trompe, je crois qu'on ne peut pas avoir le même point de vue architectural pour construire une école que pour construire un hôpital pour les gens qui ont des troubles mentaux. Je crois. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que d'un côté, c'est ce que je disais tout à l'heure, la psychiatrie, son risque, c'est de disparaître pour laisser la place, on va venir à la réhabilitation, à une pédagogie de la réhabilitation. Je pense qu'il faut des pédagogies de la réhabilitation. Mais il ne faut pas que ces pédagogies de la réhabilitation entraînent la disparition de la psychiatrie. La psychiatrie s'adresse aux gens un par un. La pédagogie, ça s'adresse à des groupes. Il en faut. Il en faut. Moi, je suis très heureux qu'il y ait de l'école, il y ait des enfants. Mais ce n'est pas la psychiatrie. On remarquerait que la psychiatrie incluse, ce sont des gens qui parlent à des cohortes. C'est quoi un autiste? C'est un membre de la cohorte des autistes. Qu'est-ce qu'on fait pour les membres de la cohorte des autistes? On leur remonte que quand ils regardent le ciel, s'ils ne voient pas l'endroit, on leur demande de regarder le bon endroit, et s'ils ne font pas, on le reprend. Je ne suis pas contre ça, mais ce n'est pas de la psychiatrie. C'est des pédagogies adaptées à des difficultés. Et c'est heureux qu'il y en ait. Mais ce n'est pas de la psychiatrie. La psychiatrie, c'est pourquoi tout ce que nous croyons faire de bien pour le monde ne vous convient pas. Comment se fait-il que, je ne sais pas, que vous êtes triste alors que vous avez à manger matin, midi et soir que d'autres n'en ont pas? Oui. On ne va pas expliquer aux gens que c'est une bêtise. On va essayer de rentrer avec eux dans, si vous voulez, la psychiatrie, c'est d'accepter que la souffrance n'efface pas les protestations. La pédagogie adaptée, c'est de considérer que les souffrances sont telles qu'il faut changer de méthode pour s'en sortir mieux. Je suis d'accord, il faut le faire, mais il ne faut pas faire que ça. Et le risque, à l'heure actuelle, c'est qu'on crée des architectures de soins pour des cohortes. Je ne sais pas si c'est possible, mais qu'on pense le soin comme la distribution à des cohortes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des espaces de rencontre. Mais les espaces de rencontre, ce n'est pas des lieux pour cohortes. Une cohorte, c'est de mettre quelqu'un, c'est de donner à quelqu'un un trait qui fait qu'avec ce trait, il est associé à tous les autres. Et qu'on le traitera. Il y a une cohorte qui nous a fait une catastrophe inouïe. C'est la cohorte des prolétaires. La cohorte des prolétaires, ça fait Xi Jinping et Poutine, probablement. C'est une cohorte. Les prolétaires, ce n'est pas une cohorte. Or, on a traité les prolétaires, non pas de manière plus politique de ce que c'est qu'ils vivaient. On les a traités comme une cohorte. Si vous les traitez comme une cohorte, vous fabriquez un spécialiste de la cohorte. Et le problème avec les spécialistes de la cohorte, c'est quand ils ont leur place, ils les jamais. Ils sont trop contents de penser qu'ils font ça. C'est comment je dirais, la cohorte, c'est l'invention du goupillon. Les chrétiens, ils ont inventé le goupillon, c'est ce qu'on appelle l'arme fatale. C'est-à-dire, c'est pas comme les juifs, ils disent pas si vous voulez, il faut voir le rabbin, etc. C'est vachement compliqué. Ils disent non, mettez-vous celui-là, mettez-vous là, mettez-moi 10 000. Il prend un appareil sophistiqué, on appelle un goupillon, il le trempe dans l'eau, il fait. Et hop, il y a 10 000 convertis. Ça, c'est des cohortes. Et, ouais. J'espère qu'il n'y aura pas trop d'architecture de la conversion par des cohortes. Ouais, je crois bien. Bon, je vais peut-être passer à la deuxième partie sur cette belle transition. Je peux peut-être rebondir sur le cas par cas. Je pense que c'est assez important et c'est très spécifique. C'est-à-dire que là, par exemple, la présentation que j'ai pu préparer aujourd'hui, mais aussi de nos échanges, montre clairement qu'il n'y a pas une seule réponse, il n'y a pas une réponse unique. C'est du cas par cas et même dans ce cas, les personnes qui vont travailler sur ces cas, sur ces études de cas, vont avoir un regard spécifique, une histoire, un vécu, etc. Et ça va être un groupe de personnes qui vont tendre vers une réponse ou une ou plusieurs propositions, hypothèses qu'ils vont essayer de défendre, qui leur semble la plus adéquate en fonction du regard qu'ils ont porté, des échanges qu'ils ont pu avoir, etc., sur un lieu. Et finalement, c'est ce temps aussi pris
qui prédominent pour essayer de trouver une réponse qui puisse être juste. Et ça, c'est vraiment ce temps du cas par cas qui est essentiel et de se mettre à la place d'eux aussi, parfois de l'autre, quand je pense qu'on est médecin peut-être, mais aussi essayer de comprendre, de tirer les ficelles de ces lieux et de tout ce qui a pu faire ce qu'ils sont aujourd'hui. Alors peut-être, donc là, je vais avoir passé donc à la deuxième partie qui porte plutôt sur les potentialités et des attitudes face aux sites existants, je dirais, de manière un peu concrète. Une fois qu'on a pris ce temps dont on parle aussi depuis le début, c'est qu'on on a pu créer tous ces échanges, on essaie peut-être, en fonction de chaque site, et parfois il y a des fils ou des éléments qui se rencontrent dans les différents lieux que nous pouvons étudier. Et je vais essayer ici, je vais me baser sur plutôt 4 sites, donc l'hôpital Esquirol pour continuer, le CAGE de Nanterre, l'établissement hospitalier Roger Prévost et puis bien sûr l'hôpital Sainte-Anne où nous sommes aujourd'hui, et en essayant de tirer quelques grandes lignes qui sont issues de nos analyses et qui nous semblent importants de révéler par exemple aujourd'hui, mais bien sûr ce n'est absolument pas exhaustif. En tout cas, ce que je souhaite aujourd'hui en vous mettant en lumière ces éléments-là, c'est finalement de croiser les échelles qui soient un peu temporelles et spatiales également, territoriales, urbaines, architecturales, voire du design. Alors, je vais repartager mon écran. Alors, le premier grand sujet, et vous en parliez tout à l'heure, c'est le rapport à la ville, au paysage. Il y a ces questions d'enceinte, et vous le disiez très bien, finalement, le lieu de soins pour les personnes en santé mentale, notamment, c'est le protection et le repli, un endroit de protection au monde extérieur. Et donc, une des caractéristiques majeures, bien évidemment, de l'établissement de soins en santé mentale, c'est effectivement ce rapport à l'extérieur, même si, au fur et à mesure du XXe siècle, on a développé de plus en plus d'hôpitaux de jour, etc., où finalement, des établissements sont disséminés au sein des villes. Toutefois, dans le patrimoine hospitalier, notamment du XIXe siècle, l'importance de l'enceinte et du traitement de ses limites et des accès est primordiale. Et finalement, ça participe au patrimoine matériel, mais aussi immatériel. C'est-à-dire que finalement, il y a eu notamment de nombreux dispositifs qui ont été mis en place. Forcément, il y a les murs, simplement parler, en meulière ou autre, des dispositifs de serrurerie, mais ça va bien au-delà de ça. C'est-à-dire qu'on a des seaux de loup, parfois on a une topographie qui gère cette mise à distance, voire des claustras, etc., qui peuvent ou qui souhaitent donner l'impression de ne pas être contenu, de ne pas finalement d'être protégé, mais en ayant un regard, une vue sur le paysage et en pouvant voir le temps passer peut-être aussi. Donc ça, c'est le premier point qui me semblait essentiel, bien sûr, de relever pour la sécurité des patients, mais aussi peut-être pour sa vision et ne pas trop s'isoler du monde. Le deuxième point, ce sont les lieux de rencontre extérieurs au sein d'un site. Les patios, les préaux, les entrepennes, les galeries, on en parlait tout à l'heure. Là, ici, on a un amphithéâtre extérieur, un parc pour déambuler, etc., qui participent effectivement. Aujourd'hui, on peut parler peut-être de bien-être, mais je vous inviterai vraiment à rebondir là-dessus, ça m'intéresse beaucoup, sur comment on crée des lieux pour les patients qui vont être à plus ou moins long terme hospitalisés, pour qu'ils puissent déambuler, évacuer et effectivement aussi rencontrer d'autres personnes et en même temps en étant en sécurité. Donc, il y a toute cette gradation dans les établissements de soins en santé mentale, du plus public au plus privé, qui mérite d'être mis en exergue dans ces analyses, puisque, pareil, ils entrecroisent des aspects matériels. Donc, on a des galeries, on a le travail des limites, on a parfois des amphithéâtres avec des emmarchements, etc., voire du paysage, un aménagement paysager, qui sont des choses matérielles, mais qui vont impliquer des rencontres ou des pratiques au sein de ces établissements.
Et puis, il y a le travail de composition, c'est-à-dire que finalement, dans la première partie, je montrais finalement le diagramme d'Esquirol et comment il avait cherché à organiser au début du 19e siècle, dans la première moitié du 19e siècle, un programme adapté à un traité ou à des besoins dans un site très spécifique. Et l'architecte, lui, les architectes ou l'équipe de maîtrise d'œuvre aujourd'hui vont chercher des réponses face aux demandes. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Roger Ferreri il faisait allusion tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est un vrai travail partagé, interdisciplinaire, voire pluridisciplinaire. Et donc, finalement, l'architecte met à disposition ses connaissances techniques, pratiques, matérielles, pour essayer de suivre et d'améliorer tout ce qui est possible d'entreprendre. Donc, ça croise les dimensions d'intégration sur un lieu. Le choix d'ailleurs d'un site est absolument central dans un établissement de soins. C'est-à-dire que la relation au paysage, à la ville, à l'accessibilité, etc., et j'en passe, sont quand même, à un moment donné, un positionnement déjà de l'établissement avant même que l'architecte arrive, je dirais. Et ça, c'est aussi un choix qui est très important avant même, bien sûr, l'arrivée des maîtrises d'œuvre. Et donc, bien sûr, après, comment un lieu fonctionne, on parlait de la gradation des espaces extérieurs, etc., comment on sécurise et en même temps qu'on donne à voir, etc. Donc là, les patios et les seuils, donc les espaces de transition, comment être dehors mais pouvoir laisser voir, comment se promener sur un site, ce qui ramène au projet, par exemple, de la circulation, du point de la circulation et des flux. Donc là, on est sur des établissements du 19e siècle. On a à gauche l'hôpital Esquirol, au milieu le Cage de Nanterre avec ses galeries de plus de 300 mètres, et puis l'hôpital Sainte-Anne, qui vont être des éléments qui vont relier tous les pavillons entre eux, ou toutes les dents de peigne parfois entre eux, en créant ces fameux patios ou préaux intérieurs, c'est-à-dire qu'ils vont servir aussi de limite matérielle à des lieux spécifiques pour les patients. Et donc, c'est vraiment des lieux de transition. Et il y a dans tous les établissements, je pense que ça va au-delà des lieux de santé mentale, mais du coup, c'est la dimension, le dimensionnement même de ces lieux de rencontre. Et vous en parliez tout à l'heure, dans un couloir, comment on peut, à quelle distance, en fonction des pathologies, en fonction du vécu de chacun, on peut créer des lieux de rencontre. Et donc, il y a toute cette question-là qui a été des réponses qui ont été à peu près qui ont été proposées au 19e siècle, qui sont aujourd'hui toutes différentes, bien évidemment. Mais du coup, comment, à cette époque, on a cherché à trouver des réponses face aux questions sociétales et enjeux de l'époque, bien sûr, et qui vont bien sûr évoluer au fur et à mesure du temps, sauf qu'elles marquent une époque et donc des réponses architecturales à associer à des demandes spécifiques. Les dispositifs et la générosité spatiale de certains volumes, finalement, aussi participent parfois à la rencontre, à l'accueil, à l'hospitalité, etc. Et bien sûr, l'usage des matériaux dans un deuxième temps, notamment avec des matériaux aujourd'hui plus chaleureux, etc., peuvent également contribuer à tout cela et à la qualité des lieux. Et puis, bien sûr, je vais terminer sur cette image. Finalement, ça ramène un peu à l'immatériel, c'est-à-dire que au sein des établissements de soins et en santé mentale, les valeurs d'usage, les valeurs mémorielles, de solidarité, d'hospitalité, de bienfaisance sont le reflet de plusieurs générations de soignants, de techniciens, de patients et de visiteurs, voire de riverains parfois. Et donc, à un moment donné, ils ont une importance absolument primordiale et donc leur prise en compte est aussi essentielle pour la suite dans la transformation d'un lieu de soins. Et donc, finalement, ce lien dont on parlait tout à l'heure entre le matériel et l'immatériel essaie d'instaurer des échanges qui ont été souvent mis en place par les maîtrises d'œuvre et les maîtrises d'ouvrage, ont pour objectif, finalement, parfois, en tout cas dans l'histoire hospitalière, d'augmenter la chance de guérir et de faciliter le travail des soignants, et je l'ai introduit tout à l'heure. Alors, face à tout ça, face à cette épaisseur et au bâti, au paysage, différentes manières d'intervenir sur un lieu se profilent. Donc, déjà,
le fameux cas par cas revient. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, je vais simplifier dans le sens où déjà, quand nous, en tant qu'architectes, on est appelé à travailler sur un lieu, il y a une demande. Il y a une demande, soit la maîtrise d'ouvrage, la direction hospitalière souhaite que la santé, en tout cas, ou la psychiatrie, ou en tout cas la santé, un établissement de santé mentale reste sur le lieu, ou alors complètement de changer de programme. Voire parfois des architectes ne sont pas consultés et les établissements sont même amenés à être démolis. Donc, qu'est-ce qui se passe de cette mémoire, de cet héritage matériel et immatériel quand c'est le cas? Aux États-Unis, il y a de nombreux artistes qui travaillent sur la démolition et cette transition, notamment face à la disparition d'un lieu, comme celui d'un lieu psychiatrique. Donc, différentes manières d'intervenir sur un site se présentent déjà face à l'usage, l'abandon ou la désaffectation des sites et la libération du programme médical, en santé mentale particulièrement, ou voire la démolition ou la reconversion, donc le changement d'usage partiel ou total d'un lieu. La deuxième possibilité, c'est effectivement la permanence de l'usage, mais cette fois à travers l'adaptation des lieux, voire la transformation de l'existant, partielle ou totale également, et peut-être parfois une restructuration plus ou moins lourde, contribuant à la pérennisation de l'architecture. Et donc finalement, cette transformation deviendrait un outil à la non-démolition et donc à la conservation des lieux. Et donc, en fait, en patrimoine, en tout cas, parfois on se pose la question, en tout cas, c'est-à-dire que finalement, parfois, on aimerait au départ que l'usage médical, ce pour lequel l'établissement a été construit, étant donné la proximité absolument importante entre le programme et la réponse architecturale, puisse perdurer dans le temps. Toutefois, parfois, c'est aux dépens de la préservation du lieu. Et donc, finalement, le changement d'usage peut éventuellement parfois participer à la préservation d'un lieu aussi et à sa conservation. Donc ça pose toutes ces questions-là. Et donc, face à la transformation d'une partie ou d'un tout, il existe différentes attitudes, bien évidemment, face à cette transformation. Donc la première, c'est effectivement restaurer et préserver en trouvant des réponses face aux différentes pathologies soulevées, notamment dans l'état sanitaire, ou alors réparer, voire consolider, ou réemployer ou se recycler, donc réemployer certains éléments, notamment de second œuvre, et recycler de la matière. Ça, c'est une possibilité. Parfois corriger ou améliorer, en mettant notamment, en rendant accessible, notamment tout ce qui est accessibilité universelle est primordial dans un établissement de soins, bien évidemment, voire améliorer le confort thermique, acoustique, etc. des usagers pour mieux vivre dans le lieu. Et puis, parfois, on parle de métamorphose ou vraiment de transformation lourde sur les lieux pour finalement, cette fois-ci, lui donner comme une nouvelle vie dans une certaine mesure. Et donc, en fait, ce curseur, il est assez sensible. C'est vraiment, encore une fois, du cas par cas, de choisir ce que l'on peut ou ce que l'on doit ou ce que l'on devrait, je dirais, plutôt conserver, transformer, voire parfois ce qui va être amené à disparaître. Et il y a des choix qui vont être amenés à être faits. Mais ce qui est important de rappeler, c'est qu'effectivement, on est dans une époque, et ça, Loïs l'a très bien introduit tout à l'heure, on n'est plus dans une époque où on fait... où la politique de la table rase est présente. Aujourd'hui, un projet, selon moi en tout cas, il me semble, se base plutôt sur le respect des lieux et son prendre soin. Et on parle même aujourd'hui, il y a beaucoup de recherches. Hier, on avait notamment une conférence matière à penser sur la question de l'entretien, de la maintenance des lieux. C'est-à-dire comment on arrive à un moment donné au quotidien, comme les services techniques ici à Sainte-Anne ou autres, à maintenir, à permettre au lieu de perdurer dans le temps. Et peut-être, simplement pour conclure, et je laisserai la parole, tout ce travail, pour moi en tout cas, et je pense que pour beaucoup de chercheurs avec lesquels je travaille qui sont intéressés à ces sujets-là, c'est vraiment un engagement pour une cause commune, certes d'améliorer les conditions de soins. Donc là, on est d'accord que la priorité, peut-être, sûrement, c'est celle-ci, mais sans pour autant, en prenant ce temps de travailler, d'échanger, d'analyser les lieux, rentrer dans l'amnésie finalement d'une histoire architecturale, médicale, sociale, humaine par des milliers de personnes avant nous. Donc voilà, donc tout ce travail, il est aussi là
c'est-à-dire de révéler à travers peut-être ces transformations l'histoire des lieux et sa mémoire. Donc, il ne s'agit pas de trouver une réponse unique, la bonne réponse, mais d'essayer de révéler tous ces éléments et d'être respectueux finalement de ce qui a existé. J'espère que tout ce que vous dites nous protégera de la disparition des architectes. Parce que si vous prenez les grands hôpitaux qui ont été faits, celui dans lequel j'ai travaillé, l'hôpital sud-francilien, le dernier peut-être qui a été fait par les architectes, c'est l'hôpital Georges Pompidou. Parce que là, on fait un appel, des concours, puis il y a des gens qui viennent, ils écoutent les médecins, puis d'autres choses. Mais le concours qui a eu lieu pour fabriquer l'hôpital sud-francilien, celui de mon ami qui était à Orléans, ce sont tous des payes. C'est pas un métier, ce sont des payes. Je ne sais pas, des payes. Pourquoi? Parce que l'architecte, c'est un employé constructeur. C'est pas l'architecte, c'est l'architecte. Ils le disent, nous venons avec notre architecte. Et l'architecte, il a la mission de faire un hôpital qui est le beaucoup plus possible pour répondre, pour gagner la possibilité de le faire. Alors, donc, pour moi, c'est peut-être que je me trompe, mais on n'est plus dans une architecture de rencontre. On est une architecture au service, bien que j'en dis, finalement, mais au service d'un projet de rentabilité financière. Essentiellement, je dirais, sur moi, la rentabilité financière, on n'est pas là pour dépenser de l'argent. On n'est pas là pour dépenser de l'argent de manière acheter de l'argent pour les fenêtres. Mais quand vous voyez les projets qui ont été faits pour l'hôpital sud-francilien, pour l'hôpital d'Orléans qui a été fait après, qui sont des hôpitaux qui sont avec des partenariats publics-privés, c'est-à-dire que le privé amène l'argent, mais sous contexte d'amener l'argent, il amène son architecte. Par exemple, je le dis parce que ça touche une bascule dans un monde très compliqué, de mon point de vue, très dangereux pour moi. C'est que, par exemple, pour ce qui concerne le médico-social, les autistes ont une qualité importante. C'est que ça rapporte. S'en occuper, ça rapporte. Ça peut rapporter de l'argent, comme les lieux. Les lieux, c'est un domaine qui peut rapporter. Et quelqu'un, oui, pour le nommer, a dit, mais moi, en ce qui concerne les établissements médico-sociaux, puisque vous n'en avez pas assez, vous avez en Belgique, moi, il n'y a pas de problème. Je vous en fais autant que vous voulez et vous ne paierez qu'une architecture. Ce sera toujours le même. Là, j'ai un seul modèle. Donc, la conception est de la réponse. Je mets partout le même. Et je pense que nous devons aussi penser aujourd'hui à comment faire pour que ce qu'on dit. C'est pour ça que je dis, j'espère que tout ce que vous dites, tout ce que vous écrivez arrivera à trouver des oreilles qui ne sont pas seulement des oreilles de le déplacer pour mettre à la place des systèmes de rentabilité excessifs. Parce que c'est quand même, nous sommes encore en train quand même de plier l'architecture, je suis obligé de le dire comme ça, peut-être à tort ou à raison, mais pas des profits, à des surprofits. Moi, j'ai rien contre le profit. Les surprofits, c'est... Et comment peut-on faire? Parce que, si vous voulez, quand moi j'ai discuté les quelques fois, j'ai discuté avec des architectes pour faire des réalisations, si je le disais de manière simple, ils avaient cette capacité de transformer mes métaphores, mes petits propos à la loi, en questions, en réalisation, en architecture, c'est-à-dire en paysage. Et si vous prenez l'hôpital sud-francilien, il a été interdit que les médecins puissent participer au suivi des travaux. Pourquoi? Je l'ai su très tardivement. Parce que c'était sous-traité. Et on aurait discuté avec le quatrième sous-traitant. Enfin, je pense que parce que c'était sous-traité. Moi, j'y suis rentré et je me suis aperçu que, bon, ils étaient tous de la même couleur. Les gens qui travaillaient. Donc, je pense que c'était des employés qui étaient peut-être un peu au noir, qui étaient mal payés, parce qu'ils étaient sous-traités. Mais le service public est de plus en plus sous-traité. Quand je dis sous-traité, ça veut dire que quelqu'un a un bâtiment à faire, il y a tant de millions, puis il dit, je vais me faire suivre à faire quand même le béton. Je prends un mec qui fait le béton, le mec qui prend le béton. Je prends un mec qui va me faire pas moins cher. Je ne sais pas si c'est vrai. Si ils sont quatre sur le béton. Hein? Le quatrième, il fait que ça s'écroule peut-être comme un troisième. Parce que le mélange, je ne suis pas spécialiste, mais le mélange peut-être sable-béton n'était pas tout à fait adapté à la beauté de la voûte architecturale, enfin la voûte qui avait fait l'architecte.
tout ça, ce sont des problèmes réels. Je veux dire. Nous ne sommes plus dans un monde dans lequel ce qu'on essaye de dire en participant à un point de vue sur le monde, critiquable, mais qu'on propose, semble s'effacer totalement devant une culture de l'efficacité au sens rentable du terme. Et ça, pour moi, c'est un problème très, très compliqué parce que je n'ai pas les moyens. Je ne peux pas dire que les peines, c'est bien ou mal. Ce que je sais, c'est que c'est bien pour les cardiaques. C'est plutôt là, parce que si vous travaillez là-dedans, quand vous habillez votre tube, au bout, vous faites 800 mètres pour aller, 800 mètres pour retourner. Donc, c'est pour les cardiaques, ça vous fait marcher. Je vous dis ce qu'ils ont fait, les calculateurs, ils ont décidé un truc génial. Je peux le dire pour le peut-être subventionner, c'est un truc génial, c'est qu'ils se sont dit, puisque c'est long, alors qu'avant, les zones étoiles, pour que les gens se déplacent moins, je ne dis pas que c'est bien, mais bon, puisque c'est long, on va mettre un système pour envoyer les tubes à essai. Comme on envoie, vous savez, l'argent dans les supermarchés. Hein, ils l'ont fait. Le type qui a dit, mais vous venez de me le centrifuger, le sang, là. Moi, je ne peux plus calculer il y a plein de trucs que je ne peux pas calculer, puisque quand ça tourne, vous me collez les émissions du tube. Donc maintenant, vous savez ce que vous allez faire, vous allez les prendre, les inférieurs, vous me les emportez la main, parce qu'il y a certains constantes que je peux calculer, mais beaucoup que je ne peux pas calculer. Et ça montre, si vous voulez, le fait que, comme vous dites, cet hôpital, les hopitaux, le risque, c'est que ça ne soit plus fait en partage. Ça ne soit plus discuté. Vous voyez, c'est des petits détails, bien sûr, mais ça montre que l'architecture. Je pense que quand on a fait Georges Pompidou, je ne connais pas, mais il y a un projet, un appel d'offres, c'est une œuvre d'art. Enfin, une œuvre d'art, au sens noble du terme. On peut trouver que c'est laid ou pas, c'est quand même une œuvre d'art. C'est les architectes qui ont dit voilà ce que nous pensons avec ce que nous avez dit. Voilà, il faut une verrière, c'est une œuvre d'art. Je pense que l'hôpital Surien, ce n'est pas une œuvre d'art. Combien même serait-il beau, je ne juge pas de sa beauté ou pas, mais ce n'est pas une œuvre d'art au sens où c'est une œuvre efficace entre la demande et la réponse et les sous qui sont investis. Je pense que ce n'est pas sûr que nos imaginaires soient capables de s'adapter facilement à ça. Si c'était vrai, après tout, pourquoi pas que l'efficacité monétaire donne des choses les plus belles. Moi, je suis d'accord, mais je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Oui. Alors, ça, c'est un point extrêmement important, notamment le partenariat public-privé. Moi, j'ai un contre-exemple, du coup, je suis très heureuse de partager parce que je pense qu'effectivement, dans les dernières décennies, on était plutôt dans ce modèle-là, il y en a encore aujourd'hui, je pense. En tout cas, avec le nouvel hôpital Nord de Paris, enfin, à Saint-Ouen, du coup, qui a été remporté notamment par Renzo Piano et Brunet Saunier, architectes, l'assistance publique des hôpitaux de Paris a refusé, enfin, en tout cas, n'a pas souhaité créer un partenariat public-privé. Et donc, ils ont mis en concurrence des architectes. Donc pas seulement des architectes, excusez-moi, un groupement de maîtrise d'œuvre, bien sûr. Et du coup, nous, on a eu la chance, notamment avec Xavier Dusson et Donato Severo, de faire un rapport analytique sur la qualité architecturale qui nous avait été demandé sur ces lieux. Et donc, finalement, les réponses, elles se voulaient certes efficaces, et notamment, ils parlent beaucoup de flexibilité, d'élasticité des lieux, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut qu'aujourd'hui, face aux exigences médicales, etc., puisse se transformer en permanence, et donc il y a des enjeux qui sont absolument centraux sur ces thématiques. Toutefois, il me semble qu'il y avait aujourd'hui, et encore maintenant, parce que le projet est en conception, des interactions de manière différente. Il y a eu des ateliers de travail avec les médecins, le personnel, les ingénieurs travaux, etc., le personnel hospitalier, et bien sûr les équipes de maîtrise d'œuvre. Donc, on est avec Renzo Piano en tant qu'architecte et Brunet Saunier, donc un architecte spécialisé dans les questions hospitalières et plus un architecte international. Et donc, il y a des thématiques qui reviennent d'ailleurs que nous pouvons aborder sur l'histoire hospitalière. La relation au jardin, donc là, par exemple, il y aura effectivement un toit terrasse végétalisé avec la cafétéria, un grand parvis généreux. Il y a des travails au niveau du second œuvre, de polychromie aussi. Enfin bref, il y a... Donc, il y a le patio, parce que c'est un monobloc à patio. Hein. Bref, il y a des thématiques qui sont, en tout cas, qui ont été abordées pour essayer de contribuer. Alors, certes, ce n'est pas une rupture par rapport à ce qui se fait déjà. Hein. On est dans une continuité, mais avec quand même une recherche de l'assistance publique que, effectivement, le montant des travaux est fixe, etc. Il n'y a pas de doute là-dessus.
mais que le projet aille au-delà de ces questions quand même. Il me semble, en tout cas dans ce projet-là. Donc voilà, je voulais le souligner parce que voilà, en tout cas, je pense aujourd'hui, peut-être au vu de tout ce qui se passe aussi, la crise environnementale, la crise sanitaire, peut-être aussi, on peut être, et là je mets des guillemets, des accélérateurs de conscience face à peut-être des situations comme celle-ci. Tout à fait, oui, il n'a pas eu le marché il l'a dit, mais il n'a pas eu. Donc, je pense qu'il y a eu des endroits, il y a des endroits où ça a été fait, qui fait que, heureusement, moi, je n'ai rien contre après tout, le partenariat public-privé, ce n'est pas mon métier. Le tout, c'est de savoir si ça transforme profondément la réalisation derrière. Après, moi, je n'ai pas de. Je pense que peut-être c'est un réactionnaire de dire ça, mais je pense que les hôpitaux doivent être des œuvres d'art. Alors, d'art, je veux dire qu'il y aura des architectes qui réfléchissent en fonction des budgets, bien sûr, mais que ce n'est pas seulement des techniciens qui peuvent venir. Voilà, je pense qu'on fait disparaître les diplômes d'architecte et on achète des ingénieurs en, je sais pas quoi, en résistance et coût des matériaux. Bien sûr. Mais c'est vrai que, par exemple, bon, pour ma part, effectivement, j'ai fait ma thèse, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur l'hôpital Beaujon. Et en fait, finalement, donc, qui a été inauguré en 1935, et les architectes étaient Urbain Cassan, Louis Plouzet et Jean Walter. Mais Jean Walter était finalement pas lauréat de l'équipe de maîtrise d'œuvre parce qu'il était principal actionnaire d'une société de construction qui a travaillé sur, finalement, qui a travaillé sur l'hôpital, sa conception et sa réalisation. Et pour autant, il me semble, à travers toutes les recherches que j'ai pu faire sur le lieu, qu'il a de grandes qualités. Il me semble, en tout cas, architecturales ou défendables, et qui sont issues de recherches préalables de la maîtrise d'œuvre et de la maîtrise d'ouvrage, pour essayer justement de trouver de nouvelles réponses architecturales pour répondre effectivement de manière plus optimale aux soins. Et donc, on a toutes ces questions de rentabilité, d'optimisation des déplacements, etc., qui a été centrale dans la conception. Donc, au-delà des qualités architecturales qu'on retrouve, de la générosité de certains espaces, du second œuvre, de l'intégration de l'art déco dans l'ouvrage, etc., etc. Ce qui est, me semble-t-il, à l'ordre de notre époque, c'est comment on peut penser une architecture, une architecture au sens large, au sens même d'une inclusion urbaine, des rapports avec les gens en état de difficulté sociale. Tous horizons confondus. Hein. C'est-à-dire comment on peut, y compris les personnes âgées, je trouve, comment on peut, dans les villes, inclure, ou dans les campagnes, mais plutôt les villes, parce que nous sommes comme dans des mondes de plus en plus urbanisés, l'accueil des gens qui sont dans des situations de difficulté, de perte d'autonomie, disons, dans tous les sens du terme. Comment on les accueille. Voilà, je ne pense pas que ça peut se faire sans. Je ne suis pas là pour vous flatter, hein, mais je ne pense pas que ça peut se faire sans. Parce que ça veut dire, est-ce que dans les grands projets immobiliers où on dit qu'il faut une crèche, etc., est-ce qu'il faut des endroits de croisement avec les personnes âgées? Est-ce qu'il faut, je pense que l'avenir de notre monde, c'est de reprendre la question, non pas de dire on va faire une actualité, quoi. C'est pas parce que nous vivons plus longtemps que la seule réponse est de travailler plus longtemps. Hein. C'est-à-dire qu'il faudrait quand même que les sciences et les techniques que nous avons puissent se mettre aussi au service de ce que nos sociétés ont produit. Nos sociétés produisent plus de personnes âgées. Bon. Je dis ça, je rappelle, alors ça sort peut-être un peu du débat, mais comment s'appelle-t-il, celui qui a écrit La richesse des nations? Son nom m'échappe, mais enfin bon. Hein? Oui, Adam Smith, voilà, Adam Smith pensait, lui, que tout ce qu'il écrivait serait caduc en l'an 2000 parce que les techniques feraient que plus personne ne travaillerait. Dans le 2000, c'était extraordinairement loin pour lui. Hein. Mais il disait, bon, de toute façon, moi je fais des trucs sur la richesse des nations, sur le fait comment se fait l'économie en fonction de ce qu'une nation rapporte, tout ça, des systèmes très compliqués sur les échanges monétaires. Mais il disait, mais tout ça, ça n'aura plus lieu parce qu'en l'an 2000, on en est dans la machine à vapeur, on aura continué des études techniques tellement puissants que plus personne n'aura besoin de travailler. Donc, c'est pas tout à fait vrai, hein, mais c'est pour dire que je pense que l'architecture. Enfin, je ne veux pas aller trop loin, mais le paysage dépasse l'architecture. Le paysage est profondément important pour définir comment les gens se déplacent et comment les gens vivent. Quoi.
Je dis bien, mais je ne suis pas contre que Haussmann dise qu'il faut faire des grandes allées parce que quand les policiers tirent, ils entraînent des tueurs en plus d'un seul coup. Je fais partie de la vie. Où je suis à Évry, vous savez, c'était construit par les architectes de mai 68. Où j'ai travaillé à Évry, là, personne ne le sait. Mais Évry, c'était une ville qui a été conçue imprenable par la police. Si vous allez à Évry, tous les bâtiments beaucoup de bâtiments ont des rues dans les bâtiments. Il y a plein de parkings. Il y a, à un endroit, vous avez 15 sorties, 15 entrées. Hein, ils s'étaient amusés à faire ça, parce que je les ai connus, c'est qu'on fait ça. On s'amuse, on va faire des. Bon, ça ne changera rien au monde, hein, mais ils s'amusaient à faire une ville imprenable, enfin, difficilement prenable par la police. Mais je ne dis pas qu'il faut faire ça, non, vous n'allez pas me faire commencer, me faire mettre les gens sur le dos. Je dis simplement qu'à un moment donné, il y a des choses qui viennent, et ces choses d'ailleurs sont plus des images, c'est pas réel en fait. Si la police veut prendre des vrais, les prendront, ne quittez pas, c'est pas un problème. Voilà. Mais je veux dire, c'est pour montrer que l'architecture, par contre, ce que ça a donné à l'endroit où est né, je ne sais plus comment ça s'appelle, les gens qui sautent d'immeuble en immeuble. C'est à Évry que c'est né. Vous voyez ces sports là, ouais, et ben c'est né à Ivry. Et c'est né à Ivry probablement parce que ça a été construit en plein d'endroits, plein de ruelles, plein de passages, Et donc, le hasard fait, je crois que c'est lié, enfin, ça avait plus de chances de n'être là qu'autre part, cette architecture se prêtait à ce que des jeunes ont décidé qu'ils pourraient sauter les ruelles, parce qu'il y a c'est fait de plein d'endroits, de plein de niveaux qui s'entremêlent, etc. Et c'est vrai que c'est un lieu rêvé pour les gens qui sont assez fous pour dire je suis capable de sauter la rue sans me faire mal et de m'accrocher de l'autre côté. Et c'est né à Ivry. Ce sport-là est né à Ivry. Comme quoi l'architecture, ça a des effets inattendus, mais importants. Voilà, moi je pense que c'est. Si j'ai quelque chose à dire sur le fait, c'est je ne crois pas qu'aucune spécialité, quelle qu'elle soit, peut penser que tout ce qui la concerne proviendra d'elle-même. C'est l'erreur la plus catastrophique à ne pas faire. Que sous prétexte que vous êtes médecin, c'est vous qui inventez les instruments, c'est vous qui faites tout. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Je pense que plus il y a de partenariats réels, c'est-à-dire, plus c'est ouvert. Et par exemple, dans l'architecture, je pense qu'il faut penser, pas seulement pour les techniques, mais pour les patients, des aménagements intérieurs. C'est qu'il y ait une architecture et puis une architecture intérieure. Est-ce qu'on va faire un bar? Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on peut mettre une chaise? Est-ce que je ne sais pas quoi? Est-ce qu'on met des espaces qui sont un peu adaptables et changeants, y compris pour les personnes qui y vivent? Pas seulement des chambres. Hein, pas seulement des chambres. Tiens, c'est bien des chambres, c'est pour dormir. C'est là où on utilise de l'architecture. Oui, finalement, ce sont des espaces qui sont hors programmation nécessaire. C'est-à-dire que ce sont des lieux. Une perspective qui sera construite par les gens eux-mêmes.